Une autre particularité du Bitcoin, Alexandre Stachenko, c'est qu'on sait d'ores et déjà qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions. C'est ça, il y a un seuil qui ne sera pas dépassé. Il y en a aujourd'hui, il y en a 18,5 à peu près. millions. Pourquoi est-ce qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions? Est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'il y en aura 21 millions, forcément, il y aura peut-être les cours vont encore plus flamber? En fait, ça a été pensé plus comme de l'or numérique, comme une véritable monnaie au sens monnaie fiat traditionnelle. Aujourd'hui, on voit que l'émission monétaire, on va dire, devient absolument incontrôlée. Et donc, on peut avoir un doute quant à la capacité des monnaies traditionnelles à conserver leur valeur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'étais absolument en désaccord avec la plupart de ce qui avait été dit. Quand on parle de Bitcoin, alors, en fait, je veux dire, si j'étais un peu taquin, je dirais à Jean-Marc Daniel ce que disait Georges Marchais à Jacques Chirac, vous pensez comme il y a 40 ans. Ah, j'étais sûr que vous alliez dire boomer. Non. Sûr. J'ai des références plus communistes. Pour défendre le Bitcoin, citer Georges Marchais. Alors, exactement. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, pour reprendre ce que disait Jean-Marc Daniel, le fait qu'on ne puisse pas payer en dollars en France ne fait pas du dollar quelque chose qui n'est pas une monnaie. C'est une monnaie, mais c'est associé à un autre espace. Donc l'euro, c'est l'eurozone, le dollar, c'est les États-Unis, et effectivement, le Bitcoin vient dans un espace qui, lui, n'existait pas avant. C'est un nouveau continent qui s'appelle Internet, et dans lequel les monnaies traditionnelles ont tenté de l'envahir, mais à quel prix? Le prix, c'est, pendant très longtemps, ça a été très anxiogénisant de mettre ses coordonnées de carte bancaire sur Internet. Et aujourd'hui, le prix qu'on paye, c'est quoi? C'est la multiplication des intermédiaires, c'est les commissions dans tous les sens, c'est la vie privée, effectivement, qui est réduite à portion congrue, puisqu'on peut tracer tout ce qu'on fait. Donc ça, c'est le prix pour qu'on puisse faire des transactions sur Internet avec des monnaies traditionnelles. Le Bitcoin arrive et dit, moi, je suis une monnaie nativement numérique, premièrement, donc je suis particulièrement fit pour l'espace Internet. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je suis transnational par nature, je peux faire des transactions sur Internet à des frais extrêmement réduits. Et je m'adapte très bien au dark web aussi, à la cybercriminalité, au trafic. Ça, c'est un peu, c'est-à-dire c'est oui et non. Pour reprendre ce que vient de dire ma voisine, Odile, c'est que on ne peut pas à la fois vouloir une traçabilité totale des transactions, parce que si on veut ça, en fait, globalement, ce qu'on souhaite et qu'on appelle de nos voeux en voulant ça, c'est une société totalitaire. C'est une société où on n'a absolument aucune vie privée. Donc, on ne peut pas souhaiter ça. Donc, mécaniquement, de toute façon, on doit garder une sorte d'espace gris dans lequel on doit pouvoir être libre de faire des transactions. Maintenant, pour répondre précisément à cet argument-là, ça, c'est un argument qui est répété partout alors qu'il est complètement faux. La proportion de transactions illicites sur Bitcoin, c'est 0,3% à peu près, alors que pour le dollar, c'est 5%. Donc c'est bien plus, et c'est clairement pas en Bitcoin que se finance Daesh, les cartels mexicains et colombiens, etc. C'est absolument pas en Bitcoin. Bitcoin sert à faire des transactions ou à stocker de la valeur. C'est mon dernier point sur lequel j'étais pas d'accord. S'il y a bien un actif sur lequel je peux vous assurer qu'en l'achetant, vous allez perdre de la valeur sur le long terme, c'est le dollar. Le truc a perdu 90% de sa valeur en 100 ans, alors que le Bitcoin, lui, si vous le prenez sur les tendances longues, justement, il ne fait que prendre de la valeur. On va regarder une